Dimanche et du lundi, nous serons ensemble jusqu'à 9h30 avec nos invités et surtout nos rubriques habituelles, à commencer par la journée d'aujourd'hui qui est décrétée Journée mondiale des musées. C'est le 18 de chaque mois de mai, bien sûr. Nous aurons le plaisir de développer tout cela avec Samira Hadjamar. Elle nous parlera dans sa rubrique Écume et patrimoine. Aujourd'hui, elle nous parlera donc de ce mois du patrimoine puisque c'est la clôture. Ça commence donc le 18 avril et ça se termine le 18 mai. On y reviendra avec elle, avec toutes les activités qui ont eu lieu durant ce mois-ci et surtout faire un gros plan de ce qui a été décrété pour ce mois du patrimoine et bien sûr avec la Journée mondiale des musées. On va donner aussi quelques notions et surtout quelques rendez-vous importants à travers les différents musées d'Algérie. Et puis nous aurons aussi, en parlant des rubriques, Nabila Abada continuera à nous faire voyager à travers les périples de Nabila. Dans sa rubrique aujourd'hui, elle nous emmènera du côté de Ouedzhour, une très très belle région côtière algérienne à découvrir absolument. C'est entre forêt, montagne et surtout la belle région de Ouedzhour à travers cette découverte, le tourisme aussi qui est très attractif dans cette région du côté de Djidjel. Et puis Riyad Belkhadim reviendra dans sa rubrique sport à travers les rendez-vous sportifs et surtout le championnat d'Algérie et la Coupe d'Algérie qui ne font que nous donner des sueurs froides et surtout pour les amateurs de football bien entendu, tous ceux qui aiment et qui suivent leur club avec cœur comme je l'ai dit tout à l'heure. Il nous donnera toutes les nouvelles et surtout qui est monté, qui est descendu et qui va encore rester en course. Voilà. Et puis Agnès Rir qui dans sa rubrique nutrition et bonne santé aujourd'hui nous parlera de la santé cardiovasculaire et c'est important d'en parler puisqu'elle sera accompagnée d'une invitée, d'une cardiologue sur notre plateau pour nous parler de la tension artérielle. Et oui, hier, c'était la journée mondiale de la tension artérielle. Nous en parlerons avec notre cardiologue sur le plateau et elles nous donneront toutes les deux des conseils à suivre absolument. Et puis, bien sûr, nous parlerons architecture et patrimoine, je l'ai dit, encore une fois, avec un architecte, notre invité, qui n'est pas un invité simple, en tout cas, il a un très beau parcours, en tout cas, et on parlera avec lui de toutes les avancées technologiques en matière d'architecture, en matière d'urbanisme et surtout dans le développement durable. Alors lui, il est dans le développement durable et l'entrepreneuriat solidaire. Il a eu à travailler avec beaucoup d'étudiants, il continue à le faire, bien sûr, pour les porteurs de projets dans le domaine de l'architecture. Il est architecte, urbaniste, il a fait plusieurs études dans le domaine de l'architecture. Il nous en parlera tout à l'heure sur notre plateau. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous proposer ce matin. Vous allez rester avec nous jusqu'à 9h30, je l'espère en tout cas, et on va s'enquérir des nouvelles du ciel avec Amel Aribi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Amel, ça va? Comment ça va? Très bien. Alors les pluies, c'est vite oublié. Oui. Très vite oublié. C'est la chaleur. Avec la journée d'hier, déjà, les pluies, on n'en parle presque plus. C'est plus d'actualité. Il fait très chaud. Oui, malheureusement. Oui. Au nord comme au sud, les deux régions. Mais donc, ça y est, c'est le mois de mai qui tire à sa fin déjà, on va dire, parce que déjà le 18, c'est déjà presque la fin. Mais oui, on peut dire que c'est la fin. D'accord. Mais je pourrais qu'il y aurait un petit passage, mais à suivre. À partir du 22, on verra bien. On vous écoute alors. Merci Amel. Bonjour à tous. Et beau réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le temps sera relativement chaud, au nord comme au sud, et même parfois très très chaud, avec un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions côtières et proches côtières, des cellules orageuses qui se feront du côté des hauts plateaux ouest et centre. La moitié sud, eh bien, on aura aussi des orages vers l'extrême sud, Gartassili, et tout au long des frontières algéro-maliennes. Par contre, ailleurs, eh bien, le soleil sera au rendez-vous sur le sud-ouest, le Sahara central, le Nord-Sahara, les Oasis, le Sahara oriental avec des sommets de sable du côté de Tindouf et le Sahara central.
Eh bien, les températures, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va faire très très chaud. Le maximum au nord, 38 degrés à Rolizane, 37 Tlemcen, 31 degrés à Oran, 32 Tizi Ouzou, 29 Alger, 30 degrés à Constantine, 29 Al-Bayad, Djelfa, également Batna, 33 degrés à Annaba également. Au sud, 36 degrés Béchar, Gardaïa, 38 à Biskra, également Janet, 39 à Tindouf, 41 Elizine, Salah, également Tamanrasset, 42 à Drarin Gzam et 44 degrés, le maximum Borj Beji Mukhtar. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera un peu agitée sur pratiquement l'ensemble des côtes avec des vents faibles, 10 à 20 km/h sur les côtes centrées-est et les vents seront variables et 30 km/h sur les côtes ouest, les vents sont de secteur nord-est. Un petit voyage vers l'Europe cette fois-ci, pardon, avec de la pluie du côté de Moscou, également Istanbul, Vienne, quelques faibles pluies vers Kiev, des passages nuageux à Madrid, peu nuageux à Lisbonne, également Londres et Rome, mais un temps dégagé à Paris, côté Mercure, 16 degrés à Berlin, 21 à Paris, 19 à Londres, 17 à Kiev, 23 degrés à Rome, 13 à Vienne et 26 degrés le maximum cette fois-ci à Madrid. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une excellente matinée avec la suite du programme sur Bonjour d'Algérie. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, merci beaucoup Amel. C'est moi qui Donc merci. 38, la plus haute température À l'ouest, oui. À l'ouest. Plus exactement à Rolizane. D'accord, et chez nous 30. 30, pratiquement Donc, 30, oui. Il va faire chaud, Inch'Allah, à supporter. ouais. À supporter, oui, on Bien n'a sûr. pas le choix. On n'a pas encore les grosses chaleurs, heureusement, Oui. déjà, Oui. mais ça va venir, hein, ça va venir à grands pas en tout cas. Ouais, Bon, on vous laisse repartir en musique, comme Avec toujours, plaisir. avec une Ah, ça belle me fait chanson. On aime beaucoup cette chanson, c'est un duo. Alors, c'est le groupe Imzad, avec bien sûr Kader Japonais, vous connaissez bien, Oui. qui est une très belle chanson du sud de notre pays qui s'intitule Meshal. Donc, c'est Message, on se retrouve juste après. جاني بشار بالخافية ويحكي لي ما صار وقال لي اسمع لي وهاك دي الخبار. جاني بشار بالخافية ويحكي لي ما صار وقال لي اسمع لي وهاك دي الخبار. ايه في هكار نتلاقى وعلى طاسي لي غنى. حليت عيني وعلى حسابي وفهمت الميساج. لا اله الا هو تعالم القدر. حليت عيني وعلى كتابي وفهمت الميساج. ولا اله الا هو عالم القدر. ايه في هكار نتلاقى وعلى طاسي لي غنى.
مليان فيه بكار نتلاقاو وعلى راسي لي غناو Très belle chanson, en tout cas, qui plaît à notre invité. Oui. C'est donc Amachal, c'est un message. En tout cas, on envoie ce message à tous nos Algériens, les Algériens qui nous regardent et même tous ceux qui aiment, bien sûr, nos programmes. Eh bien, on la reçoit comme il se doit. C'est notre cardiologue. Ce matin, on va commencer avec elle, notre émission. Il s'agit donc de Madame Nawel Smaili. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Eh ben, enchantée, très heureuse et ravie. Merci beaucoup. Vous êtes cardiologue. Ouais. Vous êtes là pour nous parler de la journée mondiale. On revient sur la journée mondiale qui a été De célébrée hier, l'hypertension, de ouais. l'hypertension artérielle. On va beaucoup parler donc de cela aujourd'hui. Tous les Algériens, pratiquement, en fait, une grande majorité sont hypertendus. Il n'y a pas que les Algériens. Oui, le monde, Le en monde parlant de entier. nous. Oui, le monde entier, je pense, c'est une grande prévalence. C'est la première maladie mondiale, c'est le premier facteur de risque. Et surtout, c'est un tueur silencieux. Tout à fait. On n'arrête pas de crier, de dire qu'il tue en silence. Mais le monde entier voudrait ne pas être malade et surtout en clair. guérir. C'est ça. Donc c'est ça toute la problématique qui se pose avec l'hypertension et c'est les mêmes questions qui se ressassent, qui se répètent tout le temps depuis des années, même quand on part en congrès ailleurs, on pense que ça se passe autrement ailleurs, mais c'est les mêmes questions, l'individu est le même. C'est ça. L'individu, son entourage, son hygiène de vie, ouais. l'âge, les antécédents aussi, Oui, tout l'âge. cela ont une influence directe sur nos vaisseaux. Sur nos vaisseaux, Et oui. sur la puis pression artérielle de sur nos la vaisseaux. pression artérielle et puis pratiquement presque tout le monde va devenir hypertendu à 70 ans. Oui. Donc le message le plus important, c'est que les gens, pour la prévention de l'hypertension, il faut qu'ils prennent leur tension à partir, on va dire, de l'âge de 40 ans. Après, s'ils ont vraiment des antécédents familiaux, à chaque fois qu'ils partent chez le médecin, bien sûr sans oublier le fait qu'il y ait un effet blouse blanche. Oui, Donc, bien sûr. c'est à prendre entre guillemets, mais s'ils sont alertés par des chiffres tensionnels qui sont anormalement élevés, c'est-à-dire à partir d'un 140-90, c'est ce qu'ils appellent 14-9, C'est ça. dans un cabinet privé ou quand ils sont chez eux, il faut qu'ils répètent la mesure, qu'ils la fassent pendant une semaine, dans les règles qui sont expliquées. S'ils ne savent pas, j'existe sur Instagram, je leur explique. fait. Et donc, il faut qu'ils fassent attention. Le message le plus important, c'est que l'hypertension est asymptomatique. Si elle vous donne des symptômes, c'est que vous avez de la chance parce qu'elle risque de se révéler sur un mode très bruyant qui est un mode de complication, d'autant plus que si vous êtes vieux, si vous êtes une femme. C'est très atypique chez les femmes, surtout s'il y a une association tabac-pilule. C'est très cardiotoxique, ça empoisonne les artères. Et actuellement, ça se démocratise. Et puis, Tout à fait. donc il y a ça. C'est Et- sournois, c'est très vraiment sou- très sournois. Vous avez peut-être des petites alertes, mais vraiment, les gens n'y font pas vraiment attention. Oui. Il faut vraiment être sensibilisé à cela. Sensibiliser à Il faut ça. avoir et- dans son entourage des personnes qui ont vécu cela pour pouvoir comprendre ce qui nous arrive Ce finalement. qui nous arrive, et puis quand on est hypertendu, on ne peut pas
être hypertendu, ne pas avoir un appareil de tension à la À la maison. maison. Les appareils de tension, ils sont validés par des sociétés savantes. C'est des appareils de tension à bras et non pas à poignet. Bon, chez nous, Un poignet, c'est un petit peu des gadgets, on va dire. Exactement. Et ça donne de faux chiffres. D'accord. Ça donne de faux chiffres. Après, il y a des gens qui peuvent se permettre des bracelets connectés et tout. Tout cela, en fait, ça dépendra des marques parce que tout ce qui est connecté aussi, c'est très discuté. Mais il y a des bracelets à tension D'accord. qui peuvent être validés. Et Il y a le fameux brassard aussi classique, Oui. le plus classique à Oui, pompe. Voilà. oui. Mais Celui-ci, il y a une idée aussi reçue autour de ça que l'appareil électronique est moins valable que l'appareil C'est vrai. classique, or que ce n'est pas vrai. D'accord. C'est l'appareil électronique qui est mieux que D'accord. l'appareil classique parce qu'en plus de ça, il va à 2 chiffres au-delà de la virgule. C'est ça. Donc, il est dans une plus grande précision. Donc, il y a ça déjà. Et puis, il y a tout ce qui concerne l'hygiène de vie. C'est Si ça. on a peur de devenir hypertendu, on doit au moins s'investir sur sa santé pour faire tout ce qu'il faut pour ne pas le devenir si on a des gènes qui vont contre soi. D'accord. Et Alors, dans l'aspect génétique, Oui. il y a aussi, on hérite ici aussi de l'alimentation et d'habitudes alimentaires. alimentaire, tout à fait. C'est vraiment très dangereux hein, pour la santé au quotidien, en plus du stress au quotidien, Ouais. ça en rajoute. Alors vous, ce qui est formidable, c'est qu'en plus d'être cardiologue et vous avez vos patients qui viennent vous voir, vous les conseillez, vous les orientez, etc. Vous avez aussi des conseils que vous prodiguez au niveau donc, de certaines réseaux chaînes, sociaux. des réseaux sociaux, Ouais. sur YouTube carrément. Sur Instagram spécialement, sur Facebook, un peu sur TikTok et je fais de la prévention La cardiovasculaire. prévention avant tout. Ouais. C'est pour essayer de sensibiliser un maximum donc, de personnes avant de venir chez vous, au ouais, cabinet, ouais. carrément. Oui, parce qu'en plus de ça, on fait le constat que les salles d'attente ont changé, qu'on n'a plus des personnes âgées dans les salles d'attente, que c'est des jeunes, sujets qui sont jeunes. Et c'est triste qu'il y a un changement, un virement épidémiologique comme ça en Algérie, parce qu'on a abandonné notre régime méditerranéen. C'est ça. On mange à l'occidental, on vit à l'occidental, donc c'est du fast-food, on ne marche pas, La malbouffe, la sédentarité. la sédentarité, beaucoup de stress. Et avant, on pensait Beaucoup que de le sel. beaucoup Ouais. de sel, beaucoup de sucre. On mange énormément, trop sucré, trop Nos artères calorique. sont bourrées de gras. Oui, oui, et tout le monde en consulte vous dit je mange rien du tout, je grossis. Moi, je leur dis il n'y a que le ballon qu'on souffle avec l'air. Voilà. À part des maladies bien particulières qui sont génétiques, en général, quand on prend du poids, c'est que la balance, elle est déséquilibrée. C'est clair, c'est clair. Et puis bien sûr, avec les conseils que vous donnez, les gens commencent aujourd'hui à connaître justement le fonctionnement d'une tension artérielle. Oui. Alors, vous allez peut-être nous expliquer quelle est la bonne, la mauvaise tension et bien sûr comment essayer de réguler ça sans pour autant faire appel au premier traitement. D'accord. Alors, déjà, dans les définitions, le 14-9, c'est une hypertension. D'accord. Après, maintenant, ils ont défini une catégorie, on l'appelle tension élevée à partir du 13-8, alors qu'avant, on leur disait aux patients qu'elle était normale. D'accord. Donc là, le 13-8, déjà, vous commencez à être alerté. Ok. Ça veut dire, prenez au sérieux vos règles de mesure hygiéno-diététique, c'est-à-dire votre mode de vie, sinon l'hypertension va arriver. Et en général, on remarque qu'elle ne vient pas toute seule, parce que c'est de l'insulinorésistance qui est à la base. C'est la prise de poids, c'est le gras qui est dans le ventre, qui englobe les organes et qui commence à fonctionner de façon anarchique comme ça tout seul, et donc qui sécrète des hormones inflammatoires et tout. Et donc du coup, il ramène ce prédiabète et cette hypertension, l'hypercholestérolémie, tous ces facteurs de risque actuellement. Donc la base, au final, effectivement, le point déclencheur, c'est le poids, c'est le gras de l'abdomen, en dehors de tout ce qui est génétique et tout. Donc le 13-8, s'ils ont un 13-8, ils prennent les choses au sérieux, ils régulent bien leur assiette, ils prennent beaucoup de légumes, des protéines
et en fonction de leur génétique et tout, ils diminuent dans les glucides. Mais tout ce qui est, ils partent plutôt vers le complet, dans du pain complet et tout, en diminuant les rations. Et sans parler de boissons gazeuses et Bien de sûr. jus, je pense que c'est Tout même ça, pas... ce sont des choses que tout le monde connaît, que tout le monde connaît. mais que personne n'aurait la force de pouvoir Avec éviter. une grande halte pour les boissons énergétiques actuellement, c'est une Il y grande a eu tout un débat autour de cela. C'est une grande catastrophe. Quand vous voyez des jeunes se réveiller, des jeunes, moi mon fils de 9 ans, il me dit qu'il y a des enfants qui en achètent Oui, avant c'est terrible. de Ça, rentrer. c'est terrible. C'est très, très mauvais. C'est très très mauvais, vraiment. Voilà. Et- Alors, on va donner peut-être quelques conseils justement à tous ceux qui pourraient éventuellement avoir une tension. Comment prendre sa tension? Alors, la bonne position pour pouvoir prendre sa tension. Alors c'est soit Être couché, assis, oui. soit être bien assis, le bras à la hauteur donc du cœur. D'accord. Et être reposé, ne pas avoir mangé, ne pas avoir pris de café, ni de thé, ni de cigarette, D'accord. au calme, de préférence repos. au repos, ne pas parler, 15 minutes. On prend une première fois sa tension, on éteint l'appareil, on attend 1 minute, on prend une deuxième fois sa Le tension. deuxième bras, Non, le même. le même bras, en D'accord. général le bras dominant, ou sinon ils prennent le bras gauche Oui. parce qu'il est plus lié au cœur. Et puis on éteint l'appareil et puis on prend une troisième fois. Et si c'est des gens qui sont très anxieux et très nerveux et très, très peureux, on dit Oui. donc ils prennent plusieurs fois. Tant qu'ils voient leur chiffre baisser, ils continuent de prendre. D'accord. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un chiffre où ça ne baisse plus. Ça sera leur chiffre tensionnel. D'accord, très bien. Il y a beaucoup d'idées reçues autour de la tension et comment baisser la tension de manière naturelle. Alors, est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre ou ce sont juste des imaginations ou des... Je pense quand on a des 13-8 dans cela, on pourrait avoir recours à ce genre de tisane et tout, mais c'est surtout celui qui a fait vraiment sa preuve, c'est la réduction de sel. D'accord, voilà. Ça, Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et le grand souci, c'est le pain. Parce qu'on est des grands consommateurs de Oui, pain en oui, Algérie. tout à fait. Et le pain est salé. Et moi, j'ai fait une petite enquête comme ça autour de moi chez les boulangers. Mais personne ne me donnait une recette standard. Exact, voilà. Donc, du coup, il est très exhaustif du goût. Et si chacun mettait 2 grammes dans la baguette, quand si on mange 2 baguettes, on va manger 4 grammes de sel. Voilà. On est en train de voir justement vos vidéos. Oui. C'est ce que vous publiez justement sur Ça, Instagram. c'est le dernier où je me suis mise en dessin animé, rien que pour faire de la sensibilisation pour Très les bien. patients. Enfin, c'est de la Très bien. créativité avec beaucoup de bienveillance. Oui, beaucoup de bienveillance. Ça donne, en tout cas, avec humour, quelques conseils accessibles à tous, Ouais. large public, pour pouvoir comprendre et mieux Pour pouvoir adhérer. mémoriser surtout hein, Oui, et tous pour- ces, tous ces parce qu'ils conseils. n'adhèrent pas. Ils adhèrent pas parce qu'ils ne sont pas convaincus, C'est cela. Oui, tout simplement. très bien. Alors, pour parler justement de ces conseils, on parle aussi donc, de tout ce qui est produit naturel. Est-ce que finalement l'ail, c'est bon ou pas? C'est vraiment infime. C'est infime. D'accord. C'est infime, c'est infime. Je vous ai dit, c'est au stade de début, c'est dans le cadre, quand on le compare aux règles hygiéno-diététiques et à la diminution de sel, et maintenant, actuellement, en 2024, ils disent à l'enrichissement de l'alimentation en potassium, en nourriture riche en potassium, les gens ne vont pas faire l'erreur, ils vont acheter des comprimés de potassium. Attention. C'est pas ça, attention. Donc, c'est des aliments qui sont riches en potassium, qui est les épinards, le l'adès, tout ça, enfin j'en fais tout. Donc ça, on dit que ça contribue, c'est le fameux régime DASH américain. D'accord. On dit que le régime DASH américain contribue à la réduction des chiffres tensionnels
quand c'est au tout début. Mais quelqu'un avec 19 de tension, il ne peut pas espérer ce genre de choses. Clair, impossible. ça c'est clair. Il y a bien sûr une prise médicamenteuse, un traitement très sérieux à suivre. Absolument. Donc là, une fois qu'on commence le traitement, on ne l'arrête pas. On ne peut plus s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. C'est des maladies chroniques. Il ne faut pas qu'ils tombent dans l'erreur où parfois ils testent, ils arrêtent, ils ont l'impression que leurs chiffres ils sont redevenus normaux. Oui, c'est normal pour une période parce que le cerveau, c'est des systèmes de régulation, mais ça redeviendra les mêmes chiffres bien après. Sûr. Et les oublis, en cas d'oubli, une soirée, un jour? Il n'y a pas de souci, on reprend. D'accord. Parce que les médicaments, en général, ils sont fabriqués pour une longue durée de vie. Ce n'est pas 24 heures. Les oublis sont programmés dans la durée d'action du médicament. Très bien. Ben, ça, c'est quand même de bons conseils, en tout cas, que vous donnez ce matin. Je rappelle que Madame Nawel Smaili, vous êtes donc cardiologue. On a été ravis de vous recevoir. Partagez. On peut vous suivre, en tout cas, sur Instagram, puisque vous nous l'avez annoncé. On a pu voir votre première vidéo. En voici une deuxième. Là, vous êtes en traditionnel et vous donnez quelques conseils. Là, c'est sûrement pour Ramadan et... Pas du tout, parce que à l'occasion, je chante de l'andalou et je mixe les deux passions, cardiologique et andalouse. Passionnément, cardiologiquement andalouse. Ah, c'est magnifique. En plus, c'est la passion, c'est le calme. La musique aussi adoucit les mœurs, comme on dit. Donc, c'est une ça belle... permet d'évacuer. Voilà, une belle mixture, comme on dit, chez nous. Voilà, on vous dit à très bientôt. Inch'Allah, avec plaisir. Voilà, on aura l'occasion de parler une autre fois donc d'autres pathologies cardiovasculaires. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir. On vous laisse repartir avec ce reportage justement dans le domaine du patrimoine. C'est notre journaliste Nawel Benjilali qui nous dresse ce reportage, en tout cas fabrication et intelligence artificielle. L'Algérie, terre millénaire au trésor historique et culturel, vibre chaque année au rythme de ce patrimoine. Un mois qui met en lumière la richesse et la diversité de notre héritage. Afin de préserver, promouvoir et valoriser ce patrimoine, l'Algérie se trouve à l'aube d'une révolution grâce à l'intelligence artificielle. Préservation du patrimoine et innovation futuriste. Le métaverse, un nouvel écrin pour préserver et partager le patrimoine. Dans le cadre de la création d'un musée virtuel auquel participent 3 pays, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, et ceci étant donc la création d'un musée virtuel dans l'espace métaverse. On avait commencé donc par envoyer des croquis. L'objectif, c'était de mettre en avant des bijoux qui appartiennent au patrimoine, des bijoux qui ont une histoire. Et donc, il fallait présenter à la fin une version modernisée de ce bijou. Donc, chacune avait choisi le bijou, on avait toutes raconté l'histoire du bijou et on avait proposé des croquis. Ensuite, au fur et à mesure, tous les croquis étaient transformés en images 3D jusqu'à ce que le bijou soit complètement reconstitué. Et donc, il fallait présenter à la fin une version modernisée de ce bijou. Donc chacune avait choisi le bijou, on avait toutes raconté l'histoire du bijou et on avait proposé des croquis. Ensuite, au fur et à mesure, tous les croquis étaient transformés en images 3D jusqu'à ce que le bijou soit complètement reconstitué. Et donc, une fois le bijou fait en 3D, il fallait donc constituer le musée lui-même, un musée virtuel. La nouvelle technologie, justement, l'apport qu'elle peut apporter, donc l'apport qu'elle peut ramener au patrimoine, c'est tout d'abord la diffusion, puisque ça devient accessible à tous les pays du monde, à tous les peuples, puisque c'est ouvert, c'est un espace, et puis sans aucune contrainte, parce que le visiteur n'a pas besoin de se déplacer,
il a cette possibilité de visiter le musée et de voir tous les objets exposés sans se déplacer. Et on a aussi cette possibilité donc, de s'adresser aux nouvelles générations qui sont plus portées sur les nouvelles technologies que sur l'ancien. Et ça permet également de préserver et d'enregistrer le patrimoine. Dans le cadre du mois du patrimoine, des expositions de bijoux traditionnels algériens ont été organisées au sein du palais d'Al-Bey, en plein cœur de la Casbah. Cet événement met en lumière la richesse de l'artisanat, de la diversité des styles. Là, nous avons cette pièce, par exemple. C'est un petit clin d'œil aux bijoux traditionnels, mais revisités. Là, c'est surtout la technique qui est nouvelle. C'est une technique de tissage qui se fait avec des fils métalliques. Et là, si vous pouvez regarder de plus près, j'ai reproduit les points de la chbika et du mesloul algérois. Cette exposition vise à sensibiliser le public à l'importance de la préservation du patrimoine immatériel. On y découvre une collection précieuse de bijoux anciens et revisités. Et chaque pièce raconte une histoire, symbolise une tradition et reflète un savoir-faire. Et la nouvelle génération ne demande qu'à apprendre. Il suffit de leur donner, de un peu canaliser leurs demandes et de leur offrir ce qu'ils attendent. Le mois du patrimoine, je crois que c'est le mois du patrimoine, c'est peut-être le mois pour rendre hommage à certains métiers, surtout se rappeler des métiers qui risquent de disparaître et tout. Là, il faut un peu mettre l'accent sur certains axes. Le mois du patrimoine, belle occasion de voyager à travers l'histoire afin de valoriser un savoir-faire ancestral pour que ces joyeux brillent tout en racontant l'histoire de l'Algérie. Très beau reportage en tout cas où on voit notre patrimoine et surtout aujourd'hui l'intelligence artificielle au service donc du patrimoine et bien entendu nos artisanes et artisans sont dans la promotion en tout cas et la valorisation. Eh bien on va présenter nos invités. Il s'agit donc de Samira Hadj-Ahmar donc qui est plus une invitée mais notre rubrique Écume et patrimoine. Bonjour Samira, je commence par les dames. Hein. Je vais être correct, on va dire. Et un invité avec qui aussi qu'on devrait présenter le premier parce que lui il fait beaucoup de choses pour l'architecture, l'urbanisme algérien. Il s'agit donc de Adel Souami. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Vous êtes donc enseignant-chercheur, vous êtes aussi enseignant à l'école d'architecture et d'urbanisme, l'EPO. C'est ça. Et vous travaillez énormément avec vos étudiants. Une belle collaboration en tout cas avec vos étudiants. Vous êtes dans la protection de notre patrimoine, l'environnement aussi, parce que ça va avec, vous me disiez, vous travaillez avec beaucoup d'étudiants en agronomie également. Oui. Vous êtes dans le développement durable, tout à fait. L'entrepreneuriat, comme je dis. En tout cas, on est ravis de vous avoir sur notre plateau pour nous parler de toutes ces belles choses que vous concrétisez au jour le jour. Donc, merci. Je ne sais pas de quoi je pourrais commencer. Disons que je suis quelqu'un d'assez passionné, comme on en a eu à discuter. Et donc, à chaque fois qu'un sujet d'actualité arrive, donc je me passionne pour ça. Par exemple, j'ai travaillé, durant ma thèse de doctorat, j'ai travaillé sur les dispositifs architecturaux parasismiques de l'architecture algéroise. 19e, 20e siècle, et ça a été parti justement suite à la destruction de certains bâtiments, parce que soi-disant ils ne respectaient pas la réglementation parasismique. Or, il a été démontré que, certes, des fois on ne respecte pas la réglementation, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas un bon comportement. Tout à fait. Et par vos différentes recherches, vous avez pu démontrer que finalement l'architecture ancienne était parasismique. Exactement. Nos ancêtres avaient réfléchi, avaient trouvé qu'il y avait donc certaines techniques d'urbanisme qui étaient bonnes pour éviter les tremblements de terre. En tout cas, pouvaient permettre aux gens de s'en sortir.
Pour permettre au bâtiment de bien se comporter. C'est Tout à cela. fait, exactement. Pour bien se comporter, Pour c'est bien le se mot comporter. exact. C'est le mot exactement, oui. D'ailleurs, parce que souvent, je crois que la nouvelle réglementation parasismique, elle est assez intéressante, où elle a changé un peu d'attitude. Parce que d'habitude, on pensait qu'en logique renforcement. Oui. Maintenant, on pense logique comportement et donc permettre au bâtiment de mieux se comporter. Et là, effectivement, il y a beaucoup à apprendre des architectures de nos ancêtres. C'est ça. Il n'y a qu'à voir au niveau de la Médina d'Alger, donc La Casbah. la Casbah. Les fameuses poutres. Oui, vous avez donc ce qu'on appelle l'Irbou. Donc ce sont des dispositifs qui sont assez uniques. Vous les trouvez aussi à Adles. D'ailleurs, lors du tremblement de terre de 2003, Adles, bien que la vieille ville était assez vieille. mal au point, Oui. mais pourtant l'Irbou, donc ces éléments en saillie qui ressortent sur la façade, eh ben, ils ne sont pas tombés. Voilà. Parce que le dispositif qui a été mis en place, qu'on a tendance à croire que c'est seulement décoratif, il ne l'est pas. Il est aussi les petits rondins de bois qui sont inclinés, donc participent à cela. C'est ce que je trouve formidable, c'est que justement les guides, quand vous allez visiter la Casbah, vous expliquent cela. Et donc ça fait partie aussi de notre histoire architecturale. Et bien sûr, vous êtes là pour aussi enseigner ça au niveau donc, des universités. Avec vos étudiants, vous en parlez constamment? Étant donné que je suis, parce que le cycle d'enseignement chaque année, il a des spécificités par rapport à des objectifs, effectivement, vu que j'enseigne l'année où on parle de structure, de détails, etc., donc effectivement, je parle beaucoup de parasismique avec mes étudiants, mais on parle d'un point de vue architecte, pas d'un point de vue ingénieur, c'est-à-dire on voit comment il y a des décisions de sagesse qu'on prend en tant qu'architecte qui font que les choses facilitent après le comportement. Tout à fait, vous délimitez bien les normes entre les architectes et les urbanistes. Assez clairement. Assez clairement. Et vous dites que les chiffres ne sont pas toujours... Ben, c'est très simple. Vous voyez tous les différents tremblements de terre qu'il y a eu. Je peux vous citer celui de Izmir en Turquie en 99. Vous voyez toutes les nouvelles bâtisses qui sont détruites, mais les mosquées et les vieilles bâtisses sont restées debout, qui dataient de plusieurs siècles. Vous voyez aussi le tremblement de terre de Schleff en 1980. Lorsqu'on a fait les rapports, on s'est rendu compte que les anciennes bâtisses ne se sont pas très très bien comportées, mais elles se sont mieux comportées que des bâtisses qui étaient... Tout à fait. Je préfère utiliser le mot se comporter que résister. Elles se sont beaucoup mieux comportées que celles qui étaient beaucoup plus récentes. On peut le remarquer à Haïti, un tremblement de terre qui a fait des ravages, des dizaines de milliers de morts, et pourtant les vieilles bâtisses ont assez résisté. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, bien avant qu'il y ait de réglementation parasismique, les ancêtres, nos ancêtres entre autres, ont eu beaucoup de sagesse en observant les choses. D'ailleurs, là, je vous donne un autre exemple dans le patio de la Médina, de la Casbah d'Alger. Vous allez trouver que les arcades, ils sont ce qu'on appelle ça des arcades en fer de cheval. Ils ne sont pas en plein cintre. Vous partez à Tunis, vous partez dans d'autres villes, vous allez trouver que c'est un demi-cercle parfait. Les nôtres, non. Parce que justement, c'est pensé aussi, ça se comporte très bien dans le séisme quand vous avez un arc qui est plus relevé que étalé. Donc, il a un meilleur comportement. Donc, ça a l'air d'être esthétique, c'est ça ce qui est génial. C'est pour ça que je tiens toujours le côté architecte. C'est en même temps esthétique, c'est en même temps social. L'Urbou, dont on a parlé tout à l'heure, c'est en même temps un élément structurel pour le séisme. C'est en même temps un élément social parce qu'il permettait à la femme de pouvoir dominer la rue. Donc, elle sortait, elle pouvait dominer et voir la rue sans être vue. C'est un élément aussi d'extension spatiale, c'est un élément de marquage à l'échelle urbaine de la ville et du passage. Donc, le même élément, c'est pour ça que vous voyez, quand on parle d'architecture, on voit dans sa globalité l'élément, qu'est-ce qui peut servir d'un point de vue social, spatial. C'est pourquoi spatial, vous faites des études justement architecturales, mais aussi historiques, pour comprendre aussi le comportement donc, de nos ancêtres et mieux comprendre aussi les matériaux utilisés de l'époque. Pourquoi on a pensé à cela et pas à d'autres. Alors, ce qui est formidable, bon, parler un petit peu de tout votre parcours, il faudrait peut-être des heures, mais sinon évoquer quelques moments, bien sûr, de votre parcours, puisque vous avez fait vos études ici en Algérie, vous êtes parti en Tunisie, vous avez travaillé, vous êtes revenu en Algérie, vous avez fait votre doctorat, magistère et doctorat, et puis vous avez continué à travailler, bien sûr, dans la recherche. Aujourd'hui, vous êtes dans l'entrepreneuriat, bien sûr, et vous avez eu une médaille d'or. C'est à ce moment-là, peut-être que Samira vous a rencontré, puisque Samira avait fait un reportage avec vous sur les façades de la ville d'Alger. Vous avez travaillé avec la mairie d'Alger. Tout à fait. Pour les portes et les façades. C'est ça. La réhabilitation de ces portes, ça c'est aussi important. Ça, c'était un projet national de recherche, donc un PNR, on était une équipe de 3 personnes. Dont la responsable, c'était Madame Sabrina Kacher. Et effectivement, on avait fait un travail de revalorisation du patrimoine. Et dans le cadre des projets nationaux de recherche, on s'associe toujours à un partenaire socio-économique. Ça a été le cas de la mairie d'Alger. Et donc, on a essayé de relever les différentes qualités des portes et des façades et des halls d'entrée. Donc, on a fait toute une sorte d'exposition, donc de relevé, une sorte de base de données
qui permettait donc d'identifier les différents composants allant du détail de la poignée jusqu'à la composition de la façade dans sa globalité. C'est très bien. C'est très bien. Et Samira avait fait plusieurs fois des reportages sur justement les façades, Alger. l'ornementation Les façades, des façades, des rues, etc. Et avec Monsieur Swami, c'était surtout la rue Tanger, Tout à fait. pour la différence déjà d'époque, d'un trottoir à un autre, par rapport à l'agrément des façades qui étaient différentes, on ne se rend pas compte. Oui. Mais d'un côté, il y avait des fenêtres, de l'autre, il y avait des balcons. Je ne sais pas si on peut Oui, appeler oui. ça des balcons. Des saillies. Des petits saillies, exactement. Et puis, l'évolution de l'architecture. Et puis, ce qui a été rajouté, on est passé du simple ou un peu plus décoré. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Mais sinon, Monsieur Soigna a cité Sabrina Cacher, et ce qui serait intéressant de rappeler pour cette architecte, c'est qu'elle a travaillé avec ses étudiants. C'est lui qui me l'a dit, hein, c'est pour ça que je le sais. Sinon, je n'aurais pas su. Oui. Ouais. Elle a développé une très belle Restitution. une restitution, Restitution. voilà, en réalité augmentée ce qu'on voit derrière toi, Amel, du jardin d'essai. Magnifique. Peut-être que M. Swami peut dire plus de choses. Oui, Madame Kacha Sabrina, c'est ma femme, donc voilà, je suis un peu trop protocolaire. Donc elle, ce qu'elle se spécialise depuis maintenant quasiment plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'est sur la restitution du patrimoine. C'est-à-dire c'est les outils numériques appliqués au patrimoine. Voilà. C'est vraiment d'actualité. Hein. D'actualité. Voilà. C'est-à-dire que voilà, maintenant, pour faire une petite parenthèse, quand on parle d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, elle n'est intelligente que si on l'alimente en information. C'est ça. C'est-à-dire, c'est ça, plus vous l'alimentez d'informations, parce que les gens se focalisent seulement sur les inputs, c'est-à-dire, je lui pose une question, il me répond et je suis content et je pars. D'accord. Sauf qu'il faut faire très attention à quoi on l'alimente. Les réponses sont dépendantes de ce qu'on est en train d'alimenter. Bien sûr. Et elle, justement, elle travaille sur les bases de données énormément, et donc depuis plusieurs années, elle travaille sur la restitution de différents patrimoines algériens. Donc, elle a restitué plein de bâtiments tels que la Jamak Chawa, etc. Ouais. Et cette année, c'est une première, elle a restitué le jardin d'essai avec ses étudiants en master recherche, donc en visite virtuelle. C'est super, Ouais. magnifique. Alors, c'est pas la première fois qu'on parle donc de nouveaux outils au service donc de la technologie, donc de l'avancée bien sûr de la recherche. On a eu pour vous, les architectes, les premiers outils utilisés, c'était AutoCAD. AutoCAD, c'était les prémices, on va dire, Voilà. les prémices donc de la nouvelle technologie. Aujourd'hui, il y a beaucoup mieux, et aujourd'hui, ça permet peut-être d'aller plus vite et de mieux visualiser, surtout pour quand il s'agit donc de mettre sur plan, bien sûr, certains grands projets. Tout à fait. D'ailleurs, pour l'histoire, la notion même de projet, elle est née lorsque, durant la Renaissance italienne, on a créé la perspective. Oui. Lorsqu'ils ont inventé la perspective, c'est à ce moment-là, d'ailleurs le mot projet, c'est-à-dire c'est un G avant. C'est la première fois donc on pouvait visualiser en perspective quelque chose avant qu'il ne soit réalisé. C'est à ce moment-là que c'est né. Alors bien sûr, il faut accompagner après le temps des évolutions. Il y a eu, quand vous avez dit AutoCAD, etc. Aujourd'hui, on a la capacité, et c'est devenu une limite banale, de pouvoir restituer un lieu et le client ou le futur utilisateur peut s'immerger à l'intérieur de cet espace-là avant même de le réaliser et donc de pouvoir estimer s'il est intéressé, s'il est content, s'il voudrait faire des modifications. Ça fait l'objet de belles émissions télévisées. Bien sûr, dans le monde entier, aujourd'hui, tout le monde peut se projeter carrément à travers une image virtuelle. Ouais. Alors, ce qui est formidable aussi de parler de tous ces outils, parler aussi donc de ces prix que vous raflez, mais aussi vos étudiants que vous encouragez, avec lesquels vous travaillez au quotidien. Vous menez des projets tout le temps et vous êtes sur YouTube vous-même. Oui. Vous avez une chaîne, d'ailleurs pendant le Covid, c'est ce qui vous a permis justement de garder le contact, ce lien avec vos étudiants. Tout à fait. C'est parti sur une idée folle un peu parce que j'interagis beaucoup avec mes étudiants et pendant le Covid, malheureusement, ce n'était plus le cas. Alors, ils m'ont demandé si je pouvais faire des petites vidéos d'intervention. Et l'idée était partie seulement comme ça. Et puis maintenant, j'essaie de l'alimenter, je dirais pas régulièrement parce que ça fait, je crois, plus d'1 an que je ne l'ai pas alimenté. Et donc, j'expose aussi les travaux des étudiants. Entre autres, il y a toute une à part les cours d'initiation. D'ailleurs, c'est aussi très vulgarisable, très vulgarisé, c'est-à-dire même des personnes qui sont pas liées à l'architecture peuvent voir certaines parties. Et après, il y a tout un travail, par exemple, qu'on a fait sur la Médina d'Alger. On a travaillé sur le côté du rempart au Lidam Ded. On a pris 4 terrains là-bas et on a essayé de voir comment on peut faire des interventions modernes, contemporaines, dans un tissu ancien, contemporain, classé patrimoine, justement pour éviter qu'il ne soit
figé. Parce que la différence, c'est que la Casbah est un patrimoine vivant. Oui. Ce n'est pas un patrimoine comme les ruines Figé, romaines à bien Tipaza, sûr. figé. Et donc là, il faut tenir compte de la qualité d'apporter. Pour vouloir dire que les gens continuent à. Si vous voulez qu'ils continuent à vivre, il faut que les gens continuent à y rester. Et donc il faut leur répondre à leurs nouveaux besoins, à des besoins contemporains, etc. Par Et là, on exemple, a fait une l'introduction de tentative. l'eau qui n'était pas présente à l'époque. Il y avait les puits, bien sûr, dans les petites maisonnettes. Aujourd'hui, l'intervention, donc l'entrée de l'eau, L'entrée c'est un de petit l'eau peu est- fragilisé. Oui et non. Oui et non. Oui et non dans le sens où. Pas que de l'eau, les verdés Oui. aussi. Oui, c'est-à-dire que ce qui n'est pas bien fait, si vous laissez les gens C'est le ça. faire d'eux-mêmes, ça va être une catastrophe. Parce que le problème, le plus grand ennemi de la Casbah actuellement, pour moi, c'est l'eau. Oui. C'est parce que vous savez que les maisons de la Casbah canalisations. s'adossent l'une à l'autre. Et donc il y a tout un système de canalisation qui permettait donc d'évacuer les eaux Qui pluviales, existe etc. jusqu'à aujourd'hui. Qui On voit existe le toujours. tracé de. Mais Ouais. si on C'était s'en occupe intelligent. pas au quotidien, c'est-à-dire vous avez c'est-à-dire l'eau, il s'infiltre, il faut casser C'est pas la ça. tête. C'est ça. Et donc à un moment donné, il s'infiltre, il va enlever la terre qui est en dessous des murs porteurs, et s'il y a une maison qui tombe, puisque c'est l'une qui est adossée à l'autre, donc c'est une catastrophe. Voilà, donc ça va ça a fragiliser. apporté du bien-être pour les personnes, mais si c'est pas fait par les hommes du métier, les personnes du métier, eh bien effectivement, vous risquez C'est du d'avoir des bricolage. catastrophes. C'est liées dommage. à ça. C'est dommage. Sinon, on arrive aussi à parler donc de vos activités. On a pu recevoir la semaine dernière un étudiant qui était votre étudiant, qui a eu Alors, c'est un le architecte prix. maintenant. Oui, un architecte. Il a eu donc le 2e prix de la photographie. Là, encore une fois, c'est parler de son potentiel. Vous travaillez aussi avec des étudiants de l'INA, de l'ex-INA, l'école d'agronomie. Ouais. Oui. Vous avez fait un travail aussi de management. C'est ça. De suivi dans le projet. cadre d'entrepreneuriat, donc De des porteurs projet. de projets. Donc je suis assez souvent invité parce que je suis expert en entrepreneuriat solidaire. Oui. Donc c'est de l'entrepreneuriat mais orienté développement durable pour répondre aux 17 objectifs du développement durable. Très bien. Et donc suite à cela, donc j'ai eu plusieurs formations et je suis invité principalement à l'INA. Enfin on dit plus l'INA Oui, aujourd'hui, on dit l'école. l'ENSA. Oui. Mais nous on est L'école d'agronomie. l'École nationale supérieure d'agronomie. Et j'interagis avec les étudiants sur 2 choses, principalement sur le design thinking, donc leur permettre de réfléchir et de penser comment mener une idée. Parce que vous savez, c'est ça, et c'est ça ce qui est génial dans ce nouveau programme, c'est que d'habitude, on a des personnes qui ont de très belles idées, mais confrontées à la réalité entrepreneuriale, de l'environnement entrepreneurial, Oui. ben, ils sont confrontés, ils ne savent pas comment présenter leur C'est projet, vrai, ils ne c'est savent pas vrai. quelles sont les structures. Bien qu'aujourd'hui, à mener, etc. on parle beaucoup d'incubateurs, etc. Voilà, Donc c'est ça c'est ce un qui petit est peu un peu dans intéressant. le même esprit. C'est l'esprit C'est des incubateurs universitaires. C'est C'est ça. dans le cadre des incubateurs universitaires. Je suis aussi invité à Constantine ou à Sétif pour leur Oui. expliquer un peu ça. Tout à fait. Et donc, le but, c'était justement de pouvoir leur mener, voir comment une idée, elle naît, mais comment on va commencer à la matérialiser. Voilà, Après, comment on va rencontrer les personnes pour leur vendre, Très et puis bien. comment on rencontre les personnes. c'est ça. Et je fais aussi des formations dans ce cadre-là, même pour la façon de parler, ce qu'on appelle le elevator pitch, c'est-à-dire d'apprendre aux gens comment parler et L'éloquence. présenter. L'éloquence. La rhétorique. choisir les arguments, Tout à comment fait. parler, etc. Ben, justement, pour montrer un petit peu toutes les différentes orientations que vous pouvez donc mener au quotidien, pas rien que dans l'architecture, un petit peu partout. Vous êtes là pour essayer donc d'accompagner les étudiants, rester Les sur porteurs de YouTube, projets. porteurs de projets, parler du patrimoine, le recyclage, les enfants et le patrimoine, n'est-ce pas? Ganes. Ouais. Tout cela, voilà, Allah Iber qu'on a pu beaucoup donc développer de thématiques et vous faites justement différentes thématiques autour de cela. La toute dernière, c'est celle du recyclage. Oui. Voilà, on va juste parler rapidement de cela et après on passera à Samira. Avec plaisir. Oui. Donc ça, l'idée, c'était parti l'année dernière avec les étudiants de 4e qu'on a eu. C'était l'idée de prendre des structures métalliques. Oui, Donc c'est un projet d'ailleurs qui a été mené et développé avec une société algérienne, Nasnim, qui est ancienne Alrim, c'est une société spécialisée dans tout ce qui est charpente métallique. d'accord. L'idée, c'est de développer des petites structures métalliques sur lesquelles on peut, style Monter, Ikea, démonter, oui. style Ikea, vous montez rapidement, 4 heures, 5 heures de temps, vous démontez. Et surtout, ça, c'était la structure de base. Mais après, on peut la déplacer un peu partout dans le territoire. Allah Ibarak, on a un Ouais. pied C'est qui ça. est- Exemple, par exemple, dans le tourisme, vous me le disiez, Voilà. c'est une belle idée à C'est-à-dire développer. que cette structure-là, elle peut après se transformer. On peut en faire des abris, de l'habitat, on peut en faire des stands, on peut faire de l'événementiel avec, Voilà. on peut aussi en faire des petits tentes. Vous savez, l'Algérie commence à développer, elle veut doubler, voire même tripler sa capacité de touristes et faire un tourisme écologique. C'est ça ce qui est intelligent. Après les orientations qui ont été faites, c'est d'éviter de faire les grandes Très bien. opérations.
Et donc à ce moment-là, des petites structures. Janet, vous ne pouvez pas y aller toute l'année, vous allez que des petites périodes. Donc quand vous avez ce type de structure, vous pouvez les monter rapidement, améliorer le confort des personnes et les redémonter, et maintenir le site dans sa... Très bien. En tout cas, on a été ravis de parler avec vous donc, de toutes ces belles innovations dans le domaine de l'architecture, l'urbanisme. On va continuer à parler de notre patrimoine. Vous restez avec nous? Bien sûr. On va parler avec Semira tout de suite donc, de patrimoine et bien sûr de préservation de notre patrimoine. Tout de suite. C'est vrai. Alors l'urbanisme, c'est vrai, l'architecture plutôt, hein, pour notre invité. Semira, on est donc content de vous avoir réuni avec l'architecte que vous connaissez, que vous avez pu rencontrer. Et parler de patrimoine, c'est aussi préserver aussi notre architecture en quelque sorte. Moi, je retiens que, quand tu es revenu sur le parcours de Monsieur Swamy, c'est que les architectes, d'abord, ce sont des artistes pour moi. Parce qu'à la base, quand ils commencent avec un crayon. C'est vrai. Ensuite, ils dessinent, mais avec une règle. Ensuite, ils font une reconstitution avec du carton, avec beaucoup de matériaux. Et qui aujourd'hui, bon après il y a eu les logiciels, les plateformes, et aujourd'hui on avance encore avec la réalité augmentée, avec le numérique, avec le digital. Enfin, chacun son époque, c'est ça. Mais on revient toujours à la base, il y a le croquis. Le stylo et le crayon. Exactement. Et pour donc le mois du patrimoine cette année, le mois du patrimoine est célébré en Algérie depuis une vingtaine d'années. Ça coïncide à sa fin, donc le 18 mai, avec la journée mondiale des musées, exactement, qui, elle, est fêtée et célébrée dans le monde depuis 45 ans. Donc aujourd'hui, c'est les musées, si on veut, qui sont mis à l'honneur. Les musées doivent changer de vision. Ça a été dit par le ministre de la Culture et tous les intervenants, c'est-à-dire les chercheurs, les professeurs, les universitaires, le public aussi, qui a participé à plus de 1500 événements qui ont été organisés à travers le territoire national, mais pas que, puisque nous avons des centres culturels à l'étranger, comme celui de Paris. Donc l'important, c'est que la culture, le patrimoine, l'histoire soit véhiculée, rayonne de plus en plus pour que les gens, j'ai envie de dire, prennent en main ce qu'ils possèdent de plus précieux. Exactement. Et donc tout ce qu'on voit, c'est la Villa Boulkine et on explique. Et aussi on forme, c'est une sorte de formation qui a été faite même aux directeurs de musées qui sont présents ici, on les voit, aux chercheurs aussi. Voilà, l'intérêt. L'Algérie a pris le train en marche, on n'est pas en retard. Quand c'est apparu, on a tout de suite formé les gens, on a vu le côté juridique, parce qu'il est important aussi, il y a les droits d'auteur, il y a plein de choses qui sont prises en ligne de compte. Le ministère de la Culture, pour la célébration du mois du patrimoine, a associé plusieurs secteurs. D'abord le corps constitué, qui sont la gendarmerie, la police, et même plus, les militaires. Pourquoi? Parce que beaucoup de sites du patrimoine sont dans des zones protégées, voire des casernes militaires, voilà. Comme c'est le cas du musée de l'Amirauté, celui du musée maritime, on y a accès, c'est autorisé, c'est l'Amirauté d'Alger. Et on peut voir aussi une sublime architecture. On a aussi l'histoire, parce que c'est lié. La baie d'Alger est liée à l'histoire de Charles Quint, la bataille de Charles Quint, grande gloire de la marine algérienne, a coulé avec toute son armada. Depuis, on rappelle, les rois d'Espagne ne portent plus de couronne parce que Charles Quint a eu le plus gros affront de sa vie et qu'il s'est sauvé par Cap Matifou. Cap Matifou, il y a un très joli fort aussi. Voilà, donc il y a eu, ce qu'on vient de voir, c'est les mosaïques de Sétif. Donc il y a eu un très bel événement organisé par la direction de la culture, parce que c'est associé des directions de culture, les 58 directions de culture en Algérie ont contribué avec les musées, les offices culturels, il y en a plein. Et les dernières recherches, les dernières découvertes en matière d'archéologie. Oui, alors le plus important pour ce mois du patrimoine, c'est que l'ensemble comprenne, que ce soit le public ou les chercheurs ou les directeurs de musées, qu'il est important de collecter un maximum d'informations, de former ce qu'on appelle le data, vous en avez parlé tout à l'heure, M. Swamy, parce que ce qu'on projette, ce qui a été fait au Jardin d'Essai, c'est un ensemble d'informations documentées. C'est une organisation, une architecture, c'est un historique aussi, parce que le Jardin d'Essai a son histoire aussi. Ce qui a été fait au musée, au Jardin d'Essai, va être fait, et c'est fait en permanence aussi, en collaboration avec l'Office national du tourisme et le ministère du tourisme. C'est indissociable. La culture, l'histoire est indissociable aujourd'hui. Bien sûr, c'est une société en pleine mutation, mouvement. Donc les musées aussi doivent bouger et suivre la société.
Voilà. C'est évident. Il y a eu des inventaires qui ont été faits sur le patrimoine, sur les points du patrimoine, les localisations des monuments. Il y a des choses qu'on n'a pas encore découvertes, il y a des choses qu'on sait qu'elles existent, mais elles n'ont pas encore été mises à jour. Je rappelle qu'il y a eu hier une très belle conférence du professeur Mohamed Zahnouni. On le connaît, c'est lui qui travaille sur le projet de Ain Lahrej à Sétif. Exactement. Il y a eu une belle découverte, donc ça va continuer en tout cas. L'Algérie, deuxième berceau de l'humanité. Exactement. Donc c'est un travail immense. Rien n'est terminé. Hein. Ces défouilles, d'ailleurs, ils commencent cette semaine, je crois. Ils vont commencer des fouilles à Sétif. Il y a des fouilles qui sont un peu partout. Les chercheurs, c'est pas comme les internautes ou les influenceurs où ils prennent du temps d'abord pour travailler et quand ils sont à peu près, ils ont terminé, ils font des publications. Donc des publications universitaires. Ça permet de collecter aussi de l'information, de documenter et bien sûr d'agrémenter le data, l'intelligence artificielle. Bien sûr. Et puis après peut servir à l'ensemble. Tout à fait. Et la fameuse revue Libica aussi qui continue. Libica existe depuis avant l'indépendance de l'Algérie. C'est le CNRPH qui l'édite, mais c'est quelque chose qui est ouvert à tous les chercheurs du monde entier. Les Algériens publient et les étrangers aussi publient. On a besoin, notre histoire à nous, les Algériens, elle est liée à plusieurs pays et des pays qui se trouvent parfois très loin, de l'autre côté du globe. C'est ça, l'homme a toujours été en mouvement et avec lui, il ramène sa culture, son architecture, sa gastronomie, tout va avec. Et continuer à surtout sensibiliser autour de notre patrimoine, à notre histoire, à notre architecture. Sensibiliser les plus jeunes aussi, c'est très important. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a donc des ateliers toujours dans les musées. Exactement, ça commence à 10h. Enfin, ça continue aujourd'hui. Il y a des, pour les enfants? Oui, pour les enfants. Le musée maritime organise ça, je crois, tous les mardis après-midi, les samedis. Alors, je pense que pendant les vacances, juste après les examens, parce qu'on est en pleine période d'examen, c'est ouvert tous les jours. Mais sinon, en temps normal, c'est ouvert que on est dans une zone militaire, c'est comme ça. Mais ils autorisent, parce qu'il y a des visites. Voilà. C'est un lieu à découvrir. Absolument. Nous sommes un joyau. Nous avons 1600 km de côte, plus de 1600 km de côte. Nous avons une histoire avec la mer qui est très longue. Et voilà. En tout cas, ça a été, ça a été des informations, un beau mois du patrimoine, on va dire. Un marathon, je pense. Un marathon. Parce que tout a été, tous les musées, tous les sites ont été sollicités, les universitaires. C'est la fête, en fait. Quand je dis c'était un marathon, ça a été plutôt la fête parce que les gens parlent de ce qu'ils font, de ce qu'ils aiment, leur métier. Et puis, ils partagent avec... tout est accessible, en fait, l'information. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. Donc, profitez des musées. Allez-y. Il y a des événements qui durent au-delà du 18. Et on a des expositions qui continuent jusqu'à, je pense, à la fin du mois. Et puis, après, ça sera autre chose. Il y a d'autres événements. Il y a le 8 mai 45 aussi qui a été associé à Sétif, Guelma, à travers les musées. Kharata. Oui, en fait, un peu partout. Le 8 mai appartient à tous les Algériens. Donc, c'est vrai que ça s'est passé principalement Sétif, Guelma, Kharata, mais tous les Algériens sont associés à cette date. Il y a des dates qu'on a aussi célébrées pendant le mois du patrimoine. Et puis, nous, on s'attarde, on s'arrête pas au mois du patrimoine. Tout au long de l'année, avec vous, bien sûr, avec aussi d'autres invités, on parle de patrimoine. Donc vous, c'est régulier. Dans notre émission de Bonjour d'Algérie, c'est votre rubrique Écume et patrimoine. On en parle régulièrement. Donc merci Samira. Merci beaucoup. On se retrouvera dès demain, n'est-ce pas? On continuera à en parler. Et puis on remercie encore une fois notre invité, Monsieur Souami. Ça a été un plaisir en tout cas de vous recevoir. Continuez à travailler avec nos étudiants et puis revenez nous voir quand, bien sûr, il y a donc des recherches et des nouveautés. Merci beaucoup. Voilà. Merci Samira. Merci Amel. À demain, Inch'Allah. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Feriel Chir qui nous fait découvrir un salon assez original aussi. C'est celui donc du salon du mariage et de l'enfant. Ça s'est passé ce week-end, enfin c'est à partir de jeudi, au niveau donc de la SAFEX, des Pays Maritimes. Un rendez-vous incontournable pour les futurs mariés et les jeunes mamans. Le Salon national du mariage et de la naissance, à sa 13e édition, a ouvert ses portes à la SAFEX, attirant un public nombreux venu découvrir les dernières tendances en matière de cérémonie nuptiale et de maternité.
avec plus de 180 exposants cette année. Il affirme encore sa position de leader comme salon pour la famille algérienne, celui qui accompagne la femme algérienne dans son mariage ou dans la naissance de son fils. D'ailleurs, on a intitulé le slogan de cette année. Nous nous sommes tous rassemblés à donner un produit de très bonne qualité de production algérienne et au meilleur prix possible. C'est comme ça qu'on choisit nos exposants et nos partenaires. On est là pour un seul but, bien sûr, c'est que les exposants travaillent, montrent leur savoir-faire et développent ensemble notre économie algérienne et notre économie culturelle. Tenues traditionnelles finement brodées, produits de beauté naturelle, décorations, accessoires, vêtements pour bébés, le salon du mariage et de la naissance a mis à l'honneur le savoir-faire algérien. Un événement qui a pour but d'embellir le quotidien des femmes, qu'elles soient futures mariées ou jeunes mamans. Donc notre but, c'est d'offrir à la femme algérienne des produits naturels, bio, pour embellir son visage, des produits de qualité, selon les standards internationaux. On fait des pailles de drap, on fait qu'avec du 100% coton. Bon, pour la literie, on fait des pailles de drap, des plaids, des capes de bain, des tours de lit, tout ce qui est literie pour l'aménagement d'une chambre de bébé. À seulement 24 ans, Hanan, une jeune créatrice, modernise la babouche traditionnelle fabriquée entièrement à la main. J'essaie d'apporter la meilleure qualité et de concurrencer surtout les marques importées. C'est ça mon objectif premier, c'est d'exceller le domaine de la chaussure en Algérie. Les matériaux qu'on utilise, c'est des matériaux vraiment 100% algériens, des tissus nobles comme le brocart, parfois on utilise aussi le daim. Le Salon national algérien du mariage et de la naissance a séduit une fois encore les visiteurs et offre de nouvelles opportunités pour valoriser le savoir-faire local et encourager les talents à exceller. De retour sur le plateau et nos amis donc du dimanche sont tous là, ils sont donc autour de cette table. Riyad, on va commencer par vous, le seul homme donc. J'aime bien les amis du dimanche. J'aime bien, bonjour. Les amis du dimanche, bonjour. Comment ça va? Très bien. Le sport prêt à partir. Riyad. Non, prêt à vous donner les infos du week-end. Allez. Oui, bien sûr. Comment ça va? Très bien, très bien. actif. Hein. Aussi heureux que nos amis de la ville de Ouargla. Ah oui? Oui, exactement. Dans un moment, on va en parler. Je vais vous chambrer, vous allez voir. Bonjour Rania, comment ça va? Ça va. La santé va bien? Alhamdulillah. Très bien, on va parler de santé cardiovasculaire dans un tout petit moment. Et Nabila, bonjour Nabila. Amis du jour, bonjour. Celle qui sait toujours s'asseoir et toujours coquette aussi, ça va? Ben oui, j'ai un cadreur, Medjid. Ouais, Medjid. En face comme ça. En plus, il est content parce que vous allez parler de Ouedzhour aujourd'hui. Exactement. Une belle région. Je vais vous emmener à l'est de la capitale. Très bien, très bien. On va se régaler. Allez, mais avant, on va tout de suite commencer par le sport parce que c'est vraiment des informations que tout le monde attend. Allez, tout de suite. Il paraît que c'est bon pour le cœur aussi. C'est une histoire de cœur aussi. Ce matin, c'est une histoire de cœur. C'est sûr. Allez, on y va. On va parler. Oui, ça donne des frayeurs à beaucoup de fervents supporters, bien sûr. Les frayeurs parce que ça monte, ça descend, ça va dans tous les sens, le football. C'est l'adrénaline qui monte et qui descend, elle est montée. Mais bon, on va commencer par la Ligue 2 d'abord cette semaine, une fois n'est pas coutume, parce que l'événement, on savait déjà que Ben Aknoun avait rejoint la Ligue 1, qu'elle avait quitté il y a une saison, souvenez-vous, de ce dernier match Al-Bayad et la descente de l'équipe de Ben Aknoun, à l'époque qui était drivée par Bilal Dzeri, on va reparler tout à l'heure de Bilal Dzeri, qui est au Paradou, et cette année donc Ben Aknoun remonte et revient en Ligue 1. On attendait donc l'autre groupe, le groupe Centre-Ouest, où Louis VII devait composter son ticket qui était déjà, il suffisait juste de gagner à la maison. Et c'était fait, le score est anecdotique, ML 4-2 face à l'US Chaouia. Ça a permis donc à Louis VII de monter et juste après ce match,
Il y a eu les félicitations de rigueur, comme c'était pour Ben Aknoun, les félicitations du président de la République. On va voir le tweet du chef de l'État qui félicite donc le club de Ouargla, le club de Rouisset, et lui souhaite bon vent et bonne chance pour la saison prochaine, historique pour cette ville du sud qui va rejoindre l'élite après Béchar. Saoura, place donc à Rouisset en Ligue 1, je vous l'ai dit, score anecdotique, 4-2. Et Ouargla qui donc le boucle la saison avec 71 points, on voit la joie et la communion entre les joueurs et le peuple de la ville de Ouargla, la joie donc de ses supporters, magnifiques images. Pendant que d'autres Pendant que... bon, ça c'est Chaouia en jaune, attention. Parce que pour Amel, il n'y a que le Harras qui porte du jaune. C'est vrai. Voilà. Non, ça c'est l'US Chaouia qui s'est incliné. Le Harras, elle, a battu, et pour du beurre. Pour du beurre. Ou de la margarine, c'est selon. 3-1, elle a battu Khmis Khachna. On voit les buts donc des Bleus de Ouargla et de Khmisset. Et on va s'habituer à les voir la saison prochaine. Parmi l'élite, il faudra aussi que tout le monde s'habitue à faire un petit voyage à Ouargla durant la saison. Et je le disais, donc Ben Aknoun, elle aussi, rejoint la Ligue 1 qu'elle avait quittée il y a une saison. C'est fini pour la Ligue 2. Il restera, entre autres, il reste 5 journées ou 4 journées pour le championnat de première division. On ne connaît pas encore qui sera champion. C'est la bouteille à l'encre. Ça commence un petit peu à s'éclaircir parce que hier, on pensait que la JSK allait mettre la pression. J'allais dire mesdames, messieurs, mesdames, et messieurs qui nous regardent surtout. La pression sur le Mouloudia et le Serbé qui jouent demain, lundi. Que nenni, puisque la JSK a calé à la maison. On va regarder ces images. Voilà. D'abord, superbe but de l'Hamri. Regardez comme il lève les bras, il s'excuse parce que l'Hamri jouait à Saoura avant. Donc, par respect pour son ancienne équipe, il marque et il s'excuse. C'est une image qu'on voit souvent. Il va faire pire que s'excuser, vous allez le voir. D'abord, on voit Madani qui se trouve complètement sur ce tacle raté. Glissade, la pelouse est tellement belle à Tizi Ouzou qu'on n'arrive pas à bien tacler. Et l'égalisation donc pour cette équipe de Saoura signée Souibah. Et Souibah qui va presque marquer. Je dis presque, pourquoi? Parce que regardez qui va tacler dans les buts de son gardien. Eh bien, c'est tout simplement l'Hamri. Il marque pour la JSK et il marque contre la JSK. Triste pour l'Hamri et Saoura, l'équipe de Béchar qui accroche la JSK, qui jouait pour une première place. La JSK qui n'espérait pas jouer le titre en début de saison. Là, elle cale. Je vais vous donner tout à l'heure le classement provisoire. Le Mouloudia est toujours en tête. Le Mouloudia jouera lundi à la maison face à Sétif. Le CRB se déplacera à Chlef. Ils sont contents, les gens de Mouloudia en tout cas. Ils sont contents que la JSK... Ils se voient, ça y est arrivé. Non mais c'est très simple, c'est mathématique. Si la JSK avait gagné hier, elle serait passée devant le Mouloudia. Donc ça aurait mis la pression sur le Mouloudia en cas de défaite. Là, le Mouloudia est toujours ex aequo avec la JSK. Même un match nul suffirait au Mouloudia pour passer devant avec un match retard qu'elle devra jouer face à l'USMA. Et alors l'USMA, rien ne va plus à l'USMA. Même le grand Saïd Aller qui a fait son retour cette semaine au niveau de l'USMA, son retour au stade Mandela n'a pas suffi. On va regarder ces images. Boulbina, la star montante, meilleur buteur du championnat, il frappe très loin et Benbout qui fait une faute de main. On va regarder encore une fois la faute de main du gardien international. Regardez, les deux joueurs ont joué la Gambie, ces deux internationaux, ils sont potes, ils étaient à Annaba ensemble, le tireur et le gardien, et finalement Boulbina. Regardez, il essaye de la faire sortir façon gardien de handball, mais il rate complètement ce ballon. Ça fait 1-0 pour les Pakistes, c'est comme ça qu'on appelle les joueurs du Paradou Athletic Club. Et puis là, deuxième but du Paradou, c'est le break à la mi-temps super au stade Nelson Mandela. C'est le défenseur de cette équipe du Paradou qui va aller vers Bilal Ziri, l'ancienne star légendaire de l'USMA, l'époux de Salima Swakri, notre championne de judo, une famille de sportifs. Regardez la tête décroisée, Benbout n'y peut rien, ça fait 2-0 pour le Paradou. Le match semble plié, mais non, parce que l'USMA
avait la chance de revenir à une dizaine de minutes. C'est du suspense, ça, c'est Hitchcockien le football. Oui. Regardez, ça c'est Guecha, l'ancien joueur de Sétif. Il obtient un penalty et il va en force le transformer 2-1. Il reste 11 minutes, tout est encore possible, mais on ne va pas le voir sur ces images. Mais qui va marquer le troisième but pour anéantir tous les espoirs des Smiths? Eh bien, c'est Boulbina qui marquera le troisième but, le Paradou, qui l'emporte donc 3-1. Ça permet, et là, je vous donne le classement, ça permet au Paradou, au classement, de passer devant l'USMA, le Paradou avec 38 points et 4e avec l'Entente. Le trio de tête, pour ceux qui suivent, Mouloudia est en tête, la GSK est toujours seconde. Et le Shabab Riyadi de Belouizdad, 3e à l'affût. Donc, à suivre le programme. Aujourd'hui, il y aura 2 matchs. Mostaganem, qui va lutter encore pour son maintien, jouera à la maison en bord de Méditerranée face à Al-Bayad à 16h. Et puis Constantine, le Shabab, accueille l'US Biskra à 18h. Demain, à suivre, Belouizdad Ashlef et le Mouloudia qui accueille l'Entente de Sétif. Très bien. Et maintenant, on va finir avec du handball. C'est les playoffs. Les playoffs, alors je vous explique. Les playoffs, c'est le tournoi de fin de saison qui va donc nous donner le nom du vainqueur du championnat. Il y a eu les playoffs ce week-end à Harsha et on va voir quelques images rapidement du handball au temple du hand, c'est à Harsha. Et 4 équipes sortent du lot, c'est El Biar, Ain Touta, El Oued et Saoura. Voilà le quatuor qui va jouer le dernier carré. Ce sera à la fin du mois de mai pour connaître le champion de cette saison qui va succéder à Borj Bouarerij. Voilà, on a été complet et rapide, résumé. Et le cœur qui bat très fort. Et le cœur qui bat très fort, bien sûr. Et bien sûr, notre amie Anya va nous dire dans un moment ce qu'il faut faire quand vous regardez un match qui est très attendu et quand il y a un derby, par exemple. Merci Riyad, on va vous laisser repartir. Bonne journée. Bonne journée à vous. Et puis nous, on va voir tout de suite, on va retrouver Anya juste après cela. Anya, vous êtes sport ou pas? Oui, j'allais dire que faire du foot et du sport, c'est évidemment bon pour la santé, mais être spectateur et passionné de foot, je ne suis pas sûre pour le cœur avec toutes les émotions et l'adrénaline. C'est vrai. Nabila aussi? Oui, carrément, mais oui, moi je suis tout à fait d'accord. D'accord. Bon, on va suivre vos conseils parce que tout à l'heure, on a reçu notre cardiologue. Elle nous a donné quelques conseils pour bien prendre sa tension. Hier, c'était la journée mondiale donc de la tension artérielle. Mais vous allez nous donner des conseils pour bien s'alimenter, comment faire aussi une hygiène de vie au quotidien pour notre santé. Exactement. Nous allons parler d'alimentation et de santé cardiovasculaire, ce qui inclut aussi l'hypertension artérielle, entre autres. C'est la santé du cœur et des vaisseaux de façon générale. Pourquoi c'est si important? Bien sûr, le cœur est un organe noble par excellence, mais souvent, on dit d'ailleurs la santé, c'est comme une couronne sur la tête des gens qui l'ont et ils ne la voient pas. C'est vraiment des fois, quand ça arrive, quand la maladie arrive, qu'on comprend l'intérêt de la prévention et c'est pour ça que ce type de rubrique est là pour rappeler à quel point c'est important de prendre soin de son cœur pour prévenir ou même pour équilibrer, ralentir l'évolution de certaines pathologies cardiaques, notamment l'hypertension artérielle, qui sont déjà en place. Donc prévention et traitement, on va dire, pas traitement, mais prise en charge de ces pathologies cardiovasculaires de façon générale. Et c'est dans l'assiette aussi. L'assiette a un rôle. Parmi tous les facteurs qui entrent en compte dans la santé cardiovasculaire, il y a évidemment l'assiette et le contenu de cette assiette. Voilà, c'est ce qu'on introduit dans notre corps, donc forcément on est ce qu'on mange et c'est très important dans ce sens-là. Donc on va d'abord voir quels sont les aliments qu'il faut éviter, même si on les connaît déjà, mais c'est toujours bien de rappeler qu'est-ce qui est mauvais. Ensuite on verra les aliments en nutrithérapie qui sont plutôt favorables pour protéger. On appelle ça d'ailleurs les aliments cardioprotecteurs. Donc on va essayer de mettre la lumière sur ces catégories d'aliments-là. On va surtout les retenir. Voilà. Même si il faudrait que l'assiette soit toujours équilibrée, toujours diversifier son alimentation, mais lorsqu'on a déjà un problème cardiaque ou une prédisposition familiale
à des maladies cardiovasculaires, nous allons mettre plus en avant ces aliments-là dans toujours notre assiette variée et diversifiée. Les boissons gazeuses, le sel, j'imagine. On va commencer par le sel, pas à bannir, mais plutôt à réduire, car il y a toujours de l'iode, nous l'avons déjà expliqué la dernière fois, c'est utile pour la santé de la thyroïde, mais c'est toujours équilibrer et réduire, pas d'excès de sel. Toujours réduire la teneur en sel des aliments pour éviter justement l'hypertension artérielle, entre autres, et pour la santé des vaisseaux. Le sucre, les boissons gazeuses, entre autres, tout ce qui contient trop de sucre, le sucre est caché partout, les sauces industrielles, des plats tout prêts, c'est un exhausteur de goût, donc on a tendance à l'ajouter, les industriels ont tendance à l'ajouter même dans des aliments qui ne sont pas sucrés, qui sont censés être salés. Voilà. Donc il faudrait limiter sa consommation de sucre et d'aliments transformés et industriellement, car c'est un aliment inflammatoire. Et qui dit inflammatoire dit santé vasculaire, santé des vaisseaux et des cellules. Il est pro-inflammatoire, il va augmenter l'inflammation de façon générale dans le corps. Et ça va engendrer des pathologies, être aussi le diabète qui va compliquer les pathologies cardiovasculaires, c'est un facteur de risque de comorbidité. C'est-à-dire, ils vont s'allier contre la santé du cœur. Voilà. Donc le sel et le sucre, c'est fait, c'est les mauvaises graisses, les acides gras trans, tout ce qui est gras transformé, tout ce qui est... Les fromages qu'on met sur les pizzas, par exemple. Il y a plusieurs types de fromages. Il y a plusieurs types de fromages. Il y a des fromages... Les préparations... Mais non, les préparations fromagères, les préparations fromagères. Voilà, tout ce qui est plutôt préparation fromagère qui ne contiennent pas vraiment du vrai fromage, ça on va éviter. Il faudrait apprendre à lire les étiquettes. On fera tout un numéro sur la lecture des étiquettes et sa facilitation. Donc on va essayer d'éviter les fromages qui sont trop gras, mais pas spécifiquement tous les fromages. Le fromage de chèvre est très bon, par exemple. Moi, je conseillerais. Mais on va éviter tout ce qui est gras, tout ce qui est... voilà. Et surtout, les acides gras transformés, on parle de friture. On parle de friture. On a tendance à cuire aussi des huiles qui ne sont pas faites pour être cuites, comme l'huile de tournesol qui n'est pas faite pour être cuite. C'est plutôt l'huile aussi. Oui, c'est plutôt l'huile, les huiles d'origine animale. D'ailleurs, autrefois, nos grands-mères cuisinaient avec semen et même quand on a du beurre, par exemple, le beurre, c'est mieux. Voilà. Mais pour frire, c'est autre chose. C'est plutôt réduire la friture de façon générale. On ne va pas frire avec du beurre. Bien sûr. Mais juste voilà. faire saisir, peut-être. Voilà. Des légumes, par exemple, sautés. Voilà. On va essayer de réduire. Pourquoi? Parce que ça va augmenter le mauvais cholestérol, le LDL. Le mauvais cholestérol, ça va augmenter aussi, ça va encrasser les vaisseaux et donner tout ce qui est athérosclérose. C'est aussi un facteur de risque. Et bien sûr, le tabac et l'alcool. Voilà. C'est le stress oxydatif. Être mis en numéro 1. Oui, voilà, j'ai laissé à la fin, c'est tellement évident, mais c'est toujours bon de le rappeler. Vous commencez avec tout ce qui est bon. Ah oui, le tabac. Là, elle va nous dire ce qui est bon, justement. Voilà. Là, tout de suite, vous allez rapidement nous dire ce qui est bon. Ce qui est bon. Donc, on va commencer par les bonnes graisses, les oméga 3. Alors, les oméga 3, c'est des protecteurs. Voilà, c'est des protecteurs cardiovasculaires. On va les trouver dans le poisson. On va les trouver aussi dans les noix et dans l'huile d'olive. Donc, on a accès quand même dans une région où il y a du bon poisson tout à l'heure. Très bien. Très bonne huile d'olive aussi. Voilà, donc l'huile d'olive et le poisson, les noix aussi contiennent des oméga 3, sont très importants pour l'effet cardio-protecteur. Ça va fluidifier le sang et ça va protéger les artères. Il y a aussi, donc on va passer après les bonnes graisses et les antioxydants. Les antioxydants pour protéger les cellules du cœur et des vaisseaux du stress oxydatif. C'est le chocolat noir, 70%. C'est les agrumes. Vous voyez, il y a des bonnes choses quand même en nutrition, en thérapie. Les agrumes, les légumes verts notamment. Les légumes verts, tout ça, les légumineuses. Les légumineuses contiennent aussi... Elle n'a pas fait les légumes verts, elle n'est pas très... les légumes verts. Exactement. Et donc ça va protéger les cellules, les fibres solubles. On arrive aux fibres solubles. Donc les fibres solubles vont protéger le cœur de façon générale. D'accord. C'est quoi les fibres solubles? On les trouve dans les pommes, c'est des fibres qu'on trouve dans les pommes surtout. On les trouve dans les légumineuses.
Très bien. Surtout dans les légumineuses reviennent souvent. Ça fait vraiment partie, on a déjà parlé des légumineuses, ça fait partie des aliments qui ont un effet réellement cardioprotecteur, un effet direct sur la protection des vaisseaux et du cœur. Donc, antioxydants, potassium et magnésium, j'ai failli oublier, qu'on trouve dans les bananes, dans les épinards. Et ça fait partie aussi de tout ce qui va réguler la tension artérielle. Et donc, ça va aussi dans le thème de cette matinée. Tout à fait. Voilà. Et il faut mettre l'accent sur tout ce qui est diminution du stress et beaucoup d'activité physique au long cours, car il ne s'agit pas de faire beaucoup de sport, ensuite se relâcher. C'est vraiment une activité physique quotidienne. Faire des sorties en plein air, par exemple. Ça va allier, ça va allier le bien-être et l'activité physique en même temps. Ça serait une très bonne idée. Très bien, merci pour tous ces conseils, Ania. Eh bien, Avec comme plaisir. vous le disiez, le stress, c'est vrai que c'est un activateur, bien sûr, de cette tension artérielle et l'augmentation, mais peut-être faire des visites avec Nabila, profiter d'un bon bol d'air, ça fait du bien. Eh bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite et on va inviter nos téléspectateurs à y aller, n'est-ce pas? Faire des visites à Ouedzhour, par exemple. Exactement. On va aller à l'est du pays, à plus de 600 km à l'est du pays. Ouedzhour, c'est la wilaya de Jijel. C'est une localité qui se trouve entre L'Qel, Skikda, Constantine. Avant, c'était la wilaya de Constantine, après la wilaya de Skikda, de Jijel. Bon, mais maintenant, c'est wilaya de Jijel ou Ouedzhour. Donc, je ne sais pas si on va laisser peut-être... déjà, je vais vous laisser découvrir l'endroit, après on en parle. Oui, allez, on y va à travers la première vidéo. On y va. Vos images dans un moment. C'est vrai que c'est une très belle région, c'est vrai que c'est la côte. Les plages de Jijel sont formidables, exceptionnelles. Et ça, c'est un endroit assez particulier parce que c'est le village natal de mon père. Voilà. Et donc, Allah yarhamou. Et du coup, j'ai connu ce village, cet endroit-là, très très jeune. On partait très souvent, enfin l'été, et en campé. En campé, la tente, on mettait, la tente et avant de mettre, pour dormir, il y avait une plante qu'on appelle smesar. Je ne sais pas exactement comment on l'appelle en français, je ferai des recherches après, mais smesar, voilà, c'est une plante qui est fraîche pendant l'été. Et elle nous évite de glisser. Je ne sais pas s'il y a le son. Oui, on y va. Retour, je sais pas. Allez, on y va. J'y tiens. Bon, ça c'est la côte, ça c'est la côte. Donc, vous allez décrire. Voilà. Ça c'est la côte et je suis avec mon ami, le pêcheur. Il fait partie de l'association des pêcheurs de la région de Ouedzhour. C'est un pêcheur depuis son jeune âge. C'est un amoureux de la mer là-bas. Tous c'est des amoureux de la mer. Ils connaissent le poisson. Il y a aussi le fleuve Ouedzhour. On en parle après. Pourquoi on l'appelle Ouedzhour? Et donc, j'ai eu la chance d'être avec Ammar et c'est c'est avec sa barque, la barque qu'on a pu découvrir et j'ai appris même. En mer aujourd'hui, voilà, لازم اليوم parce que le vent راهو شرقي est, donc très bien, calme. En attendant qu'il prépare la barque, moi je prends mon petit déj, lait de chèvre et galettes.
لاباس عمار؟ صباح الخير لاباس؟ خير الحمد لله، انتم لاباس؟ الحمد لله. وجدت كلش؟ كلش واجد، بقات غير نديماريو ان شاء الله. غير وين تدينا ما حبيتش تقول لي. ما نقولكش، ولاش نقول لك كي نقول لك ما تروحيش قعدي هنا خير. وي. والبحر قلت لي اليوم شرقي؟ اليوم شرقي نورمالمون فيتران، صح مليح نورمال. مليح. نقدروا نخرجوا نقدروا نخرجوا. نكمل برك الكسرة. شكون دارت هاد الكسرة هذه؟ Voilà, donc voilà, c'était la rencontre. Enfin, avec Ammar, on a attendu. Je viens de parler de la mer, que la mer se calme. Que la mer se calme. On était en plein tournage et donc on a attendu que la mer soit calme. C'est pour ça que le Lyon, il est de l'est. Et vous avez eu le temps de prendre votre galette. Exactement. Et le lait de chèvre. Moi, qui n'aime pas le lait, je ne bois jamais de lait. Mais lait de chèvre et lait de chamel. Voilà. C'est le moins lourd et le moins gras et donc c'est le meilleur. Votre corps le ressent, voilà, c'est logique. Voilà. Ça n'a pas une odeur? Non, non. Ça va? Certaines personnes aiment ça. Oui, moi j'adore. Moi j'adore. Moi qui n'aime pas, qui ne supporte pas le lait et le goût, je trouve très lourd. Enfin, mais lait de chèvre, voilà, le petit déj galette. Et puis, il vous a emmené? Il m'a emmené vers une belle découverte. Vers une belle découverte, si vous voulez aussi. On va aller voir où il va m'emmener. Ouais. Surprise. Je sais pas, oui, il y a une deuxième vidéo, je sais pas si on peut la passer. Et c'est là où j'ai appris aussi à piloter, je sais pas, la petite barque. La nuit non, ça c'est sur la il y a la deuxième vidéo où j'ai appris vraiment à conduire ou je sais pas comment on dit, une barque. Gérer une barque. À gérer une barque, c'était très agréable. Lui prépare la barque. Bon, allez, je tiens à préciser aussi que Wedzor est connu pour son liège, comme je m'appelle Medjid. Voilà, notre caméraman. L'huile d'olive et les châtaignes. Donc, c'est connu. Voilà, et c'est connu. C'est une région aussi, je voulais aussi, parce que la deuxième, pourquoi je tiens vraiment à faire passer la deuxième vidéo, j'explique pourquoi on appelle la région Wedzor, parce qu'il y a le fleuve qui descend directement dans la mer. Donc très jeune, on se baignait. Après, on sortait le fleuve, on se douchait, on se rince et on partait à la maison. Après avoir passé la nuit sur la plage, c'est la deuxième retrouver Ammar. Et voilà, elle est connue aussi, Wedzor. Bon, je vais expliquer en attendant. Donc on dit Wedzor, il y a deux légendes. Oui. Donc Wedzor par rapport, Zhor c'est les fleurs. Parce que pendant le printemps en ce moment, tout au long du fleuve, maintenant, on a plein de fleurs qui est au bord, qui poussent au bord du fleuve. Toutes les couleurs et de toutes sortes. Donc, il y a Etolha Wedzor. Et deuxièmement, il y avait aussi, on dit qu'il y avait une princesse qui est morte avec le fleuve parce qu'elle ne savait pas très bien nager. Et donc, elle est morte. Voilà, ça y est, on voit. Voilà. Là, on y va. La région Wedzor. Par rapport au fleuve, alors, à cause des Zhor, c'est les fleurs, parce que pendant le printemps, on trouve plein de fleurs tout au long du fleuve. Donc avec le temps, on dit, voilà, Smawa Wedzor. Mais il y a aussi une légende qui dit qu'il y avait une princesse nommée Zhor et qui a été noyée une fois. Noyé dans le fleuve et depuis on nomme le fleuve Zhor. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est une légende, mais est-ce que c'est réellement ça? On ne sait pas. Voilà, j'ai fait ma petite recherche avec les gens d'ici, réellement rien n'est concret. Voilà, donc le mystère subsiste par rapport à la nomination de la région Wedzor. Voilà, c'est premier baptême de conduite d'une barque à moteur. Exactement. Ouais. C'était très agréable. Et puis vous le faisiez bien. C'est pas évident, hein, parce que quand on parle et on a une caméra en face et on essaie. Oh, Nabila, vraiment. Mais c'était, voilà, j'ai eu aussi un bon professeur, Ammar, que je salue aussi. Et là, pourquoi j'ai interrompu la vidéo? Pour que la semaine prochaine, toutes ces semaines, je vais vous emmener, vous faire découvrir cette région exceptionnelle. Et en ce moment, c'est le moment de la récolte de la pastèque. On va parler de la pastèque aussi, qui est cultivée le sable. Oui, voilà. très c'est bon. Le sable. La famille des
La famille de je ne t'es à la belle La famille des cucurbitacées. La famille des D'ailleurs, avant cucurbitacées. que je l'oublie, je tiens vraiment à embrasser mon ami d'enfance Essam Bounmouchiara avec sa fille Lina. Je sais qu'il nous regarde de France. On le salue. Je les embrasse très très fort. Et je sais Ouaten et qui connaît la région. Et donc, c'est une région agro aussi, agriculture, où il y a l'agriculture est très développée. La tomate, la fraise, c'est magnifique. tout. Et c'est des serres à perte de vue aussi Exactement. magnifiques. Et c'est les femmes qui travaillent beaucoup plus. C'est ça. Dans les ça. champs. Voilà. C'est C'est ça, un c'est salut partout. particulier aux femmes agricoles, agronomes, voilà, en général. Mais Merci. De rien. Hein, en tout cas, une belle région que vous nous avez fait découvrir, Ouedzhour. Notre amie Ania a aimé, adoré, puisqu'elle a dit que j'allais les faire. Je vais faire une conversion bien-être tourisme. Voilà. Merci beaucoup les filles. On vous dit à dimanche prochain. Inchallah. Voilà, Merci. avec Avec grand vos plaisir. différentes thématiques. Ça a été un plaisir en tout cas de vous recevoir, comme à chaque fois. On se dit au revoir et puis on dit merci aux téléspectateurs qui nous suivent régulièrement. À demain. Merci beaucoup à toute l'équipe. Régissette, à demain déjà. Ça y est, c'est fini.